L'Europe fait face à une crise énergétique sans précédent. Les dirigeants européens, qui se sont longtemps glorifiés pour leur solidarité avec l'Ukraine et leur fermeté envers la Russie, commencent à admettre que leur situation est de plus en plus intenable. Les promesses de soutien inébranlables s'effritent, tandis que la réalité économique frappe durement. Les prix de l'énergie grimpent en flèche, les ménages peinent à joindre les deux bouts et les entreprises ferment leurs portes. Mais au milieu de cette tourmente, les aides à l'Ukraine continuent d'affluer, mettant en lumière l'écart de plus en plus grand entre les discours politiques. L'Europe fait face à une crise énergétique sans précédent. Les dirigeants européens, qui se sont longtemps glorifiés pour leur solidarité avec l'Ukraine et leur fermeté envers la Russie, commencent à admettre que leur situation est de plus en plus intenable. Les promesses de soutien inébranlables s'effritent, tandis que la réalité économique frappe durement. Les prix de l'énergie grimpent en flèche, les ménages peinent à joindre les deux bouts et les entreprises ferment leurs portes. Mais au milieu de cette tourmente, les aides à l'Ukraine continuent d'affluer, mettant en lumière l'écart de plus en plus grand entre les discours politiques et les besoins immédiats de la population européenne. Comment continuer à supporter un conflit étranger quand les conséquences économiques se font sentir jusque dans les foyers? Les tensions se multiplient et le mécontentement grandit dans les rues d'Europe. Les citoyens, lassés de voir leurs impôts et leurs économies consacrées à une guerre lointaine, demandent des comptes à leur gouvernement. Les manifestations se multiplient, non seulement contre les autorités nationales, mais aussi contre l'Union européenne, accusée de déconnecter ses décisions des réalités du terrain. L'UE se retrouve coincée entre ses idéaux de solidarité et la pression croissante de ses propres citoyens, qui souffrent des répercussions économiques de ce soutien sans fin à l'Ukraine. Gazprom a déjà cessé ses livraisons à OMV fin 2024, en raison de différents paiements, mais aussi à cause de la situation politique tendue. L'Autriche n'était plus un client privilégié depuis longtemps. Le commerce a depuis pris un autre tournant, et cela profite même à la Russie. Aujourd'hui, la plupart du gaz est exporté sous forme de GNL, c'est-à-dire de gaz naturel liquéfié par navire. Depuis des ports russes comme Jamal, les navires desservent régulièrement des terminaux européens, en France, en Espagne, en Belgique et ailleurs. Regardez les chiffres. En 2025, l'UE a estimé avoir dépensé 7,2 milliards d'euros pour du GNL russe. Ce sont des milliards qui vont directement dans les caisses de la guerre de Poutine, malgré tout le spectacle des sanctions. Comprenez-vous enfin ce qui se cache réellement derrière tout ce cirque? La Russie n'est absolument pas isolée. C'est le grand mensonge qu'on nous rabâche chaque jour à travers les médias traditionnels et les politiciens de gauche verte. En réalité, l'Europe est toujours dépendante du gaz russe. Sauf que cette dépendance est désormais beaucoup plus coûteuse, complexe et même nuisible pour l'environnement. Avant, le gaz arrivait bon marché et directement par pipeline. Aujourd'hui, nous payons des prix exorbitants pour du GNL par bateau. Finançons indirectement la caisse de Poutine et endommageons l'environnement à cause de l'énergie intensive nécessaire à la liquéfaction et des longs trajets. C'est de la pure folie. Et vous savez ce que disent les experts en énergie et les initiés depuis longtemps? Poutine bloque délibérément les livraisons directes de gaz vers l'Allemagne et d'autres pays hostiles. Officiellement, il n'y a plus de gaz qui arrive en Allemagne. En revanche, le gaz ou le pétrole russe est habilement détourné. La Russie vend du pétrole brut à prix réduit à l'Inde. L'Inde le raffine en diesel, en essence et en d'autres produits. Et ces carburants finis se retrouvent ensuite en Allemagne et dans l'UE, souvent à des prix beaucoup plus élevés que ceux d'avant, lorsqu'ils arrivaient directement de Russie. Il existe même des rapports et des analyses qui suggèrent que Poutine a, en quelque sorte, encouragé l'utilisation de ces détournements
pour faire grimper les prix finaux en Europe. Finalement, la Russie gagne plus par baril, tandis que nous, Européens, payons la facture. L'Inde achète du pétrole russe à bas prix, le raffine dans ses raffineries et l'exporte ensuite cher vers nous. C'est le chemin détourné parfait. Les sanctions de l'UE agissent comme un boomerang. Nous interdisons les importations directes, mais nous continuons d'acheter indirectement et de payer plus. De l'autre côté, des pays comme l'Italie, la Hongrie et la Slovaquie se dressent ouvertement contre la prolongation de la guerre. Leurs arguments sont simples mais percutants. Cette guerre d'usure détruit nos économies, appauvrit nos citoyens, sans qu'aucune fin ne semble se profiler. Ce qui était murmuré dans les coulisses devient aujourd'hui une réalité, exprimée haut et fort. La division est désormais impossible à ignorer. Le grand mot « unité » sonne désormais creux. C'est juste un voile fragile qui tente de dissimuler la réalité qui se dégrade. Le moment de vérité est survenu lorsque justement Kaja Kallas a déclaré « L'Europe ne peut plus porter seule la Ukraine ». Ce n'était pas une simple remarque, mais une reconnaissance des limites de l'UE. Le rideau de fer qu'on avait si fièrement relevé est maintenant déchiré de l'intérieur. En parallèle, l'Europe a été frappée de plein fouet par une crise. La crise énergétique, née de l'arrêt des livraisons de gaz russe, qui était longtemps perçue comme une menace abstraite, est soudainement devenue une réalité quotidienne. L'ancienne zone industrielle confiante de l'Europe lutte désespérément pour trouver de nouvelles sources d'approvisionnement. Le gaz naturel liquéfié coûteux en provenance des États-Unis est importé. Des contrats sont signés à la hâte, sans considération pour les conséquences à long terme. Des secteurs entiers vacillent. Les coûts de production explosent, des usines ferment, des emplois disparaissent. Les foyers se retrouvent confrontés à des coûts énergétiques en forte hausse. La vie quotidienne devient incertaine et finalement, la prospérité se fragmente. Et pendant ce temps, des milliards d'aides continuent de parvenir à Kiev. Pour de nombreux États, cela devient un accélérateur de leur propre crise budgétaire. Les dettes augmentent, les prestations sociales sont réduites, la confiance des citoyens s'effrite. À Berlin, Paris et Rome, les manifestations font désormais partie du quotidien. Les agriculteurs bloquent les routes, les syndicats sont en grève, les citoyens crient haut et fort qu'il n'y a plus de milliards pour l'Ukraine. Le mécontentement ne se limite pas aux gouvernements nationaux, mais se dirige également contre l'UE elle-même. De plus en plus de personnes réalisent qu'elles paient la solidarité tant vantée avec Kiev de leur propre poche, à travers leurs factures d'électricité, leurs revenus, leur quotidien. Le soutien n'est plus perçu comme un devoir moral, mais comme un fardeau personnel. Parallèlement, le ton a changé à Washington. Sous Biden, un soutien illimité avait été promis. L'Ukraine était considérée comme la ligne de front de la liberté. Mais avec le retour de Trump, un vent nouveau souffle. Le destin de l'Ukraine est de la responsabilité de l'Europe, dit-il froidement. Pas de grands discours, pas de gestes poétiques, seulement des mots sobres qui résonnent comme une fin de non-recevoir. Des armes ? Oui. De la responsabilité ? Non. L'alliance, autrefois fondée sur la confiance, est devenue une relation commerciale. Washington vend des chars, des munitions, des systèmes de défense aérienne. L'Europe paie. Avec Biden, l'Europe croyait être sous un toit protecteur. Avec Trump, il devient clair que celui qui veut de la protection doit payer. Les États-Unis ne sont plus des protecteurs. Ils agissent comme un gigantesque conglomérat d'armement en mode crise. Zelensky, autrefois célébré comme un héros de la démocratie, est de plus en plus perçu comme un suppliant gênant, toujours en conférence,
toujours exigeant. La fatigue de ses partenaires est palpable. Ses discours, autrefois acclamés, résonnent aujourd'hui comme des prières dans le vide. Le rêve de rétablir les frontières de 1991 n'est plus qu'un slogan vide. L'aide se tarit, la foi s'éteint. L'Ukraine n'est plus perçue comme un bouclier du monde occidental, mais comme un fardeau. Et au cœur de ce dédale se trouve Volodymyr Zelensky. L'homme qui autrefois incarnait la résistance semble aujourd'hui épuisé, isolé, presque perdu. À New York, il a cherché à discuter avec Donald Trump. Il espérait des engagements, un signal clair. Au lieu de cela, il n'a reçu que des paroles froides, polies, respectueuses, mais vides. Il en parle comme s'il était déjà mort, a moqué un membre du Congrès américain. Un compliment déguisé en discours funèbre. Trump joue son jeu de manière implacable. Pas de rejet ouvert, mais aucune promesse non plus. Un doux néant qui crée de la distance. Pour Kiev, ce message est clair. Le principal allié se retire sans fermer complètement la porte. Juste assez de proximité pour ne pas porter la faute, juste assez de distance pour ne pas assumer la responsabilité. Pour l'Europe, cela signifie une prise de conscience brutale. L'architecture de sécurité sur laquelle on s'était appuyé pendant des décennies n'existe plus que sur le papier. Les États-Unis agissent selon leurs intérêts, non selon leurs idéaux. La protection est devenue une marchandise. Ceux qui la veulent doivent payer, et ceux qui ne peuvent pas ou ne veulent pas payer se retrouvent seuls. Et en même temps, la pression intérieure augmente. Les citoyens se demandent pourquoi des milliards sont alloués aux armes, mais qu'il n'y a pas d'argent pour les écoles, les hôpitaux ou les retraites. Tandis que l'UE renforce encore ses propres sanctions contre la Russie, se nuisant en partie à elle-même, les États-Unis vont dans la direction opposée. Ils ont récemment assoupli certaines sanctions contre la Biélorussie, notamment celles concernant la compagnie aérienne d'État Belavia, qui peut à nouveau acheter des pièces et bénéficier de la maintenance de ses avions en provenance des États-Unis. En même temps, dans le cadre du conflit en Ukraine, des discussions de paix sous Trump ont déjà